Il est 8h35 tout pile sur RMC et BFM TV. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Vous êtes ministre démissionnaire mais toujours ministre de l'Intérieur des Outre-mer. Jusqu'à quand ça, vous nous le direz dans un instant. Mais avant cela, nous sommes à 48 heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Franchement, est-ce que vous arrivez à dormir en ce moment? Alors, depuis 4 ans que je suis ministre de l'Intérieur, on dort peu pour que les Français dorment mieux. Nous avons beaucoup préparé ces Jeux Olympiques, ça fait 4 ans, avec les policiers, les gendarmes, les services de renseignement, les pompiers. Je pense que nous sommes prêts. Aujourd'hui commencent d'ailleurs les premières épreuves de rugby et de football avec des matchs importants. Et cette cérémonie d'ouverture, il faut bien comprendre que c'est la chose la plus extraordinaire qu'un pays peut faire. On n'a jamais organisé une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Ouais. Et sur la scène, dans le contexte géopolitique et terroriste qu'on connaît, c'est effectivement un très grand défi. Je rappelle les chiffres qui donnent le tournis, c'est colossal. 300 000 spectateurs, 39 sites olympiques, 35 000 forces de l'ordre et même 45 000 pour la cérémonie d'ouverture. 1800 renforts de policiers venant de plus de 40 pays. Depuis 4 ans que vous êtes à Beauvau, est-ce que vous avez déjà eu autant de sueur froide, franchement? Alors, je pense que le C'est plus dur... plus gros dossier. Oui, très certainement. Mais le plus dur quand on est au ministère de l'Intérieur, c'est l'imprévu. Ouais. C'est l'attentat qui surgit, c'est la catastrophe naturelle avec des milliers de personnes qu'il faut sauver, loger. Quand vous préparez un grand événement, vous avez du temps pour le faire. Et c'est ce que nous avons eu pour les Jeux Olympiques. On a pu l'année dernière, je vous le rappelle, organiser le 3e plus grand événement au monde, la Coupe du Monde de rugby, en même temps que l'avenue du Roi et de la Reine d'Angleterre, en même temps que l'avenue du Saint-Père à Marseille, dans le contexte du 7 octobre. Donc nous avons su déjà avoir un multifront sécuritaire d'organisation et tout s'est très bien passé. Donc là, nous sommes très bien préparés et je pense que les Français seront fiers de leurs policiers et de leurs gendarmes. Alors justement, les Français, pas de sueur froide chez vous, mais chez les Français un petit peu dans les sondages. Un Français sur 2 plaide encore aujourd'hui pour une autre cérémonie d'ouverture moins risquée. Et depuis quelques jours, on entend tous les jours dans l'actualité des faits d'ingérence. On va y revenir, notamment d'un Russe hier. Vous avez parlé de 2 projets d'attentats déjoués en France. Les Français qui disent les Jeux n'en valent pas la chandelle, est-ce qu'ils ont raison? Moi, je comprends leur inquiétude, mais je ne pense pas qu'ils aient raison. Je pense que nous avons raison de voir la France en grand. C'est un magnifique moment, ceux des Jeux Olympiques d'été, un moment sportif, festif évidemment. C'est la carte postale de la France, c'est le symbole d'une France qui s'est organisée ce que personne au monde ne s'est organisé. Et Paris et toutes les villes, jusqu'en Polynésie française, vous savez que ces Jeux d'été sont partout sur le territoire national, c'est pour montrer qu'une fois par siècle, la France sait être le moment de la fraternité, du sport, mais aussi montrer que notre pays est le plus beau du monde. Donc nous avons raison, me semble-t-il, d'être ambitieux pour notre pays. Il faut avoir confiance dans nos services de renseignement qui sont parmi les meilleurs du monde, nos policiers, nos gendarmes qui ont sans doute les meilleures formations du monde. Et je pense que les Français seront très fiers après ce moment d'inquiétude, évidemment, de vendredi prochain. Alors, on parlait notamment du contexte géopolitique et ces faits d'ingérence. On a parlé hier d'un Russe, on en sait peu encore. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui s'est passé? Alors, la police a interpellé, en effet, avec le travail que fait la DGSI, nos services de renseignement, un individu citoyen russe dont nous pensons très fortement qu'il allait organiser des opérations de déstabilisation, d'ingérence, d'espionnage, c'est ce que ça veut dire, dans notre pays, qui peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des cyberattaques dont on a besoin de complicité, ça peut être la manipulation de l'information. Aujourd'hui, il est dans les mains de la justice qui va pouvoir concrétiser les soupçons de la police. Mais ces mouvements d'ingérence, nous en connaissons beaucoup. Il est sur le sol français, depuis combien de temps? Il est récemment sur le sol français, mais encore très récemment, d'autres individus de nationalité russe également ont été arrêtés à la préfecture de police à Paris. Et puis on constate que sur Internet, des vidéos fleurissent. On a vu notamment cette vidéo qui se fait passer pour quelqu'un du Hamas, qui appelle à un attentat ou qui annonce un attentat dans les jours qui viennent parce que la France accueillerait les athlètes israéliens. Selon toute vraisemblance, je n'en ai pas la certitude absolue, mais nous pensons que c'est une fausse vidéo qui a été relayée par des comptes dont nous constatons qu'ils sont pro-Kremlin, pro-russe. Donc ces multiplicités de mauvaises informations, de fake news, d'ingérence peuvent porter préjudice à notre pays, créer de l'inquiétude, et c'est fait pour ça, et c'est nos ennemis qui le font. Alors on a appris hier aussi qu'un homme de 18 ans a été arrêté en Gironde car soupçonné de préparer une attaque terroriste. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si ça avait un lien avec les JO? Alors nous sommes encore sur cette affaire, à éviter les détails au moment où nous parlons. Mais oui, nous pensons que c'est un lien de projet d'action violente contre les Jeux Olympiques et ses symboles. C'est le 4e. Il y a eu 2 attentats qualifiés comme tels, déjoués par les services de renseignement, par le ministère de l'Intérieur. J'en félicite les agents. Il y en a 2 autres
voilà, qui aujourd'hui ne sont pas qualifiés comme tels, stricto sensus, par le parquet antiterroriste, mais nous pensons que ce sont des projets d'action violente. Donc deux autres, vous dites le jeune homme de 18 ans, et le quatrième, c'est lequel? Celui que nous avions interpellé au Mans et qui n'a pas été qualifié comme tel pour l'instant par le parquet antiterroriste, parce que nous regardons les supports informatiques et on essaie de savoir si ce projet était constitué. Et ce jeune homme voulait venir à Paris? Il voulait toucher, vous savez, les Jeux Olympiques, c'est pas qu'à Paris. D'accord. Il y a des épreuves à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Nice. Donc c'était en région plutôt? Voilà, donc on verra. C'est normalement constitué que cette personne voulait s'en prendre à la France pendant des épreuves olympiques. Alors Gérald Darmanin, vous en parlez à l'instant, autre source d'inquiétude, la protection des 89 athlètes israéliens, et ce dans un contexte, je le rappelle, de guerre à Gaza. Ils sont protégés 24 heures sur 24 par des militaires du GIGN. Déjà, est-ce que ce sont les seuls, les Israéliens, à être protégés 24 heures sur 24, ou est-ce qu'il y a d'autres nationalités? Non, il y a des équipes très sensibles, les Américains, les Iraniens, l'équipe palestinienne. On oublie de dire qu'il y a une équipe palestinienne qui est évidemment la bienvenue aussi, bien sûr, sur le territoire national, qui peut aussi être l'objet d'attaques. L'équipe ukrainienne, et puis évidemment, ici ou là, selon les matchs, selon les moments, il y aura davantage de protection. L'équipe israélienne est particulièrement protégée. J'ai pris cette décision voilà 15 jours, parce que nous connaissons... depuis Munich, depuis les Jeux de Munich, où certains athlètes ont été assassinés, nous connaissons la grande sensibilité parce que la vie géopolitique fait qu'ils sont particulièrement menacés. Et donc, du début jusqu'à la fin de leur présence sur le territoire national, ils sont protégés par des hommes et des femmes du GIGN, du RAID, 24 heures sur 24. Est-ce que c'est les propos de certains insoumis qui considèrent que les Israéliens n'ont pas leur place au JO vous ont poussé à renforcer leur sécurité ces derniers jours? Non, nous ne faisons pas de la politique de sécurité en fonction de ce que disent les parlementaires de la France insoumise, fort heureusement pour la sécurité des Français d'ailleurs. Vous disiez qu'ils avaient une cible dans le dos. Mais oui, il est certain que les propos qui sont tenus excitent. Et vous savez, le plus compliqué à comprendre, c'est que quand la parole, le verbe peut tuer, quand la parole est sur les médias donnée ainsi en désignant quelqu'un à la vindicte, on peut avoir des loups solitaires qui passent à l'acte. C'est ça le grand danger de nos Jeux Olympiques et de manière générale du terrorisme en France. Il y a la menace organisée, exogène d'un État ou d'une organisation comme ça a été le cas au Bataclan ou comme l'attentat de Moscou voilà quelques semaines. Ça, évidemment, c'est le travail de lutter contre ces organisations. Et puis, il y a des personnes individuelles, des loups solitaires, ce qu'on appelle en renseignement la menace endogène, qui peut passer à l'acte, qui prend un couteau et qui passe à l'acte parce qu'il entend sur Internet, à la télévision, des gens qui appellent au meurtre, plus ou moins directement. Vous trouvez que Thomas Porte ou Emery Caron, on ne peut pas les citer, ils appellent au meurtre? Je pense qu'ils ont une grande responsabilité dans la violence qui est commise contre notamment nos compatriotes de confession juive, c'est certain, depuis plusieurs mois. C'est sûr. Appel au meurtre, le terme est fort. Si c'est appel au meurtre ou antisémitisme, ça veut dire quand on est un homme politique, par la justice. Quand on est un homme politique, quand on est une personne qui a la chance d'être invitée à vos micros et qu'on parle à des millions de Français qui nous écoutent, on a une responsabilité. Et de dire que la police tue, de dire que les Juifs sont responsables d'une partie des maux de la terre, de désigner à la vindicte, de dire que des athlètes ne sont pas les bienvenus, sous prétexte, il faut leur dire faut s'en débarrasser. C'est ce que ça veut dire. Je pense que ce sont des propos extrêmement violents contre les policiers, contre les Juifs. Il y aura des poursuites judiciaires, justement? Je sais que Madame la procureure de la République de Paris a été saisie, je vais la laisser faire son travail. Alors, la cérémonie, c'est vendredi, mais avant, il y a dès ce soir des premiers matchs, notamment de foot. Mali-Israël. Ça se passe au Parc des Princes, et Irak-Ukraine également. Est-ce que ces deux matchs font l'objet d'un dispositif de sécurité particulier? Oui, alors toutes les compétitions font l'objet de dispositifs de sécurité, mais il est vrai que ces deux matchs, et singulièrement le match au Parc des Princes, fait l'objet d'une sécurité, un périmètre antiterroriste, ce soir au Parc des Princes, sur 1 millier de policiers qui vont permettre de faire que nous sommes là pour le sport. Au bout d'un moment, et je pense qu'on verra ça après la cérémonie d'ouverture, le sport va prendre le pas sur les questions de sécurité, c'est normal. Et nous allons nous effacer discrètement pour que le sport puisse être une fête, et pour que les Jeux Olympiques puissent être pas le rendez-vous de la sécurité, mais le rendez-vous du sport. Mais oui, ce soir est un match important pour le dispositif de sécurité. Et pourtant, les Parisiens et beaucoup de Français voient cet aspect sécuritaire et le constatent au quotidien. Vous avez misé dans la capitale, notamment Gérald Darmanin, sur deux choses: les grillages, alors il y en a beaucoup vous le reprochent, et les QR codes pour accéder aux zones les plus protégées. Résultat, sur RMC et BFM TV, on a reçu beaucoup de témoignages de restaurateurs en colère, vous les avez entendus, mais aussi de soignants ou de malades qui disent on n'a même pas pu accéder à certains hôpitaux. C'est du zèle, Gérald Darmanin? Non, nous organisons une fois par siècle les Jeux Olympiques. Ça fait plusieurs années, plusieurs mois
que j'évoque les contraintes de faire une cérémonie d'ouverture sur la scène. Comme vous l'avez dit, quasiment 400 000 personnes, sans chef d'État, toutes les équipes du monde entier. Nous savions qu'on ne peut pas organiser une cérémonie d'ouverture sur la scène sans des contraintes de sécurité. J'ai la plus grande compassion et le plus grand accompagnement pour les restaurateurs et les commerçants. Je suis fils de restaurateur, je sais ce qu'ils vivent. Et d'ailleurs, ils seront indemnisés. Il faut le répéter, nous avons prévu des indemnisations. C'est la ville de Paris et Bercy qui s'en occupent, c'est pas le ministère de l'Intérieur. Et ces grillages, c'est la concrétisation du périmètre antiterroriste. Et les QR codes ? Les QR codes sont gratuits. Chacun peut tout à fait, dès maintenant, sur passejeu.fr, avoir ce QR code gratuit. Et personne n'a été empêché de rentrer dans le périmètre s'il avait son QR code. Qu'on soit résident, qu'on ait loué un Airbnb, qu'on soit soignant, qu'on soit quelqu'un qui va voir sa grand-mère sur l'île Saint-Louis. Il y a 20 000 résidents dans cette partie de la Seine. C'est vrai que des contraintes sont extrêmement fortes. Mais qu'est-ce que vous diriez si je laissais passer avec le préfet de police dans ce périmètre des personnes qui seraient radicalisées, des personnes qui porteraient une arme ou des bombes? Vous diriez, le ministre de l'Intérieur, c'est pas sérieux, il n'a pas pris les mesures. Donc, une fois par siècle, nous organisons cela, c'est vrai. Je n'ai pas été celui qui a demandé les Jeux Olympiques à Paris. Je suis le ministre qui a concrétisé ce que d'autres avaient proposé et annoncé. Je suis très fier de le faire, mais effectivement, il y a des contraintes. Vous êtes pleinement mobilisé, je le vois, je l'entends sur ces Jeux Olympiques, et pourtant vous êtes un ministre démissionnaire. Pouvez-vous bien expliquer aux Français, s'il y a un incident durant ces Jeux, est-ce que vous avez exactement les mêmes pouvoirs qu'un ministre qui serait de plein exercice? Tout à fait. Donc, par exemple, si vous avez besoin de décréter un état d'urgence, vous pouvez le faire. Tout à fait. Combien de jours maximum? C'est 12 jours maximum, et comme la loi classique. Et le Parlement pourrait prendre le relais si vous devez... c'est quelque chose que vous pouvez envisager. Il faudrait que le président de la République convoque le Parlement, bien sûr, en session extraordinaire si cela arrivait après le 1er août. Mais c'est tout à fait le cas. Ce que regardera la jurisprudence, ce que regardera le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, c'est est-ce que c'est très urgent que de prendre ce genre de décision législative ou réglementaire. Ce le sera sans doute. Gérald Darmanin, vous disiez ce week-end, je vous cite, « Le président m'a demandé d'assurer le bon déroulement des Jeux. » Point et fin de citation. Des Jeux olympiques et paralympiques? Alors, c'est pas moi qui décide de la fin de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président? Il vous a dit olympique et paralympique? Il m'a dit des Jeux olympiques. Voilà. Donc ça veut dire que le 11 août, vous pourriez quitter le gouvernement? Moi, je serai là autant qu'il le faudra pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Le jour où le président de la République nommera un nouveau gouvernement, s'il choisit un nouveau gouvernement où il me remplace, je laisserai ma place au ministère de l'Intérieur. Mais jusqu'à la dernière minute, je serai en responsabilité pour la sécurité des Français. Personne ne comprendrait que le ministre de l'Intérieur aille bimbocher, aille en vacances, pendant qu'il a la sécurité des Français, notamment pendant les Jeux Olympiques. Et d'autres se diraient aussi, c'est étonnant que Gérald Darmanin, qui suit ce dossier depuis des années maintenant, s'occupe des Jeux Olympiques et pas des Jeux paralympiques. Est-ce que la menace est là aussi? Je suis à la disposition du président de la République. S'il faut rester jusqu'au début septembre, je resterai jusqu'au début septembre. Alors lui, il a dit, jusqu'à mi-août, on ne change rien. Il ne changerait pas de gouvernement. Après, selon vous, il y aura quand même une urgence politique à nommer un nouveau gouvernement? Je pense que pour la rentrée, c'est quoi normal pour vous? La rentrée, c'est la rentrée des classes. Non, ça ne vous rappelle pas des souvenirs? Si. Pour la rentrée, ça fait longtemps, vous savez, mais... pour la rentrée, je pense qu'il est normal que nous ayons un gouvernement de plein exercice qui puisse, et c'est normal, tirer les conclusions des élections législatives. Et vous excluez d'en faire partie, ce prochain gouvernement, ou pas? Alors, je pense que moi, d'abord, je suis très concentré sur les Jeux Olympiques. Mais vous dites, j'ai eu le bonheur d'être réélu comme député à Tourcoing. Je compte bien exercer ce mandat de parlementaire. J'ai eu l'occasion de dire que pour moi, ces questions de femmes et d'hommes étaient intéressantes, mais étaient beaucoup moins intéressantes que ce que nous allons faire. D'abord, j'ai vu que le président de la République, hier, a évoqué le fait que nous avions perdu ces élections. C'est une très bonne chose. Parce que dans mon camp, il y a encore des gens qui pensent que nous avons gagné. Voilà. Nous n'avons pas... Qui? Vous pensez à qui? Je pense que la bataille des égos, la bataille des places, démontre à l'Assemblée démontre qu'il y a un petit problème peut-être de compréhension de ce qu'ont dit les Français. Ils ne nous ont pas reconduits pour faire la même politique et pas avec les mêmes personnes. Donc ça, c'est bien que le président de la République, moi j'en suis très heureux, ait dit avec beaucoup d'humilité que nous avions perdu. Alors certes, personne n'a gagné, mais nous n'avons pas gagné non plus. Voilà. 2, je comprends du président de la République qu'il a dit qu'il fallait faire une introspection. Pourquoi le Rassemblement national fait 11 millions de voix dans notre pays? D'abord, c'est pas normal qu'il n'ait pas de place au bureau de l'Assemblée nationale. Mais attendez, il a eu raison. Je m'arrête sur ça 2 secondes. J'étais quand même étonné en écoutant ça hier soir dans la bouche du président. Il dit, ils n'ont pas de poste à l'Assemblée, je suis étonné. Mais attendez, il y a quand même un groupe à l'Assemblée.
Vous n'avez pas voté pour ces gens, pour ces Alors, députés d'abord, RN? vous savez pas pour qui j'ai voté. Est-ce que vous avez voté pour les députés RN? D'abord, le vote est secret et moi, j'aime bien que les votes soient secrets de manière générale. La consigne était de ne pas voter pour des députés RN. J'ai eu l'occasion de dire, oui, mais regardons la conclusion de tout ça. C'est pas très positif. Et je peux dire que les Français, même ceux qui n'ont pas voté pour le Rassemblement national, ne comprennent pas que les élus du Rassemblement national ne soient pas représentés dans les instances de l'Assemblée Donc nationale. une majorité dit pendant des jours, on ne vote pas pour la RN pour ces postes-là prestigieux à l'Assemblée, et le président dit 2 semaines après, moi je trouve pas ça normal. Le président, c'est manifestement. Non, il s'est manifestement détaché d'une partie de sa majorité. Oui, je constate qu'une partie de la majorité s'était détachée du président de la République. Oui, c'est le moins qu'on peut dire. Donc moi, en tant que citoyen élu, qui représente mes concitoyens, j'ai toujours combattu le Front National dans ma vie. J'ai soutenu Xavier Bertrand quand il a pris la région des Hauts-de-France. Je l'ai battu dans ma ville, je l'ai battu dans mon canton, je l'ai battu dans ma circonscription. Je n'ai rien à voir avec le Front National. Cependant, je peux constater qu'il n'est pas normal qu'en démocratie, on puisse trier les élus. Il n'y a pas de sous-députés, en effet. Ça, c'est un deuxième point très important. Oui. Et troisièmement, enfin, il faudrait que nous parlions des idées. Moi, j'ai évoqué un certain nombre de choses. J'ai dit, voilà, quelques jours, que je trouvais que l'augmentation du SMIC, qui était l'augmentation des gens qui travaillaient, c'est pas de l'assistanat, c'est des gens qui bossent pour 1 300, 1 400 euros par mois. Vous êtes favorable? Mais je suis favorable à cette augmentation. Mais pas aux 1 600 euros net proposés par le nouveau Front populaire. Je pense que les 1 600 euros décidés par le nouveau Front populaire tuent une grande partie de nos entreprises et de notre industrie. Mais entre 1 400 euros et 1 600 euros, il y a peut-être une négociation. C'est ça la politique. Justement. C'est trouver le meilleur compromis. Pourquoi personne ne met des idées sur la table? L'intérêt, c'est pas que Mme Duchemol ou que M. Duchemol deviennent Premier ministre ou président de groupe ou président de l'Assemblée nationale. L'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les Français. Vous savez, les Français nous regardent. Vous allez faire des propositions, vous, par exemple? J'en ai fait une la semaine dernière. Oui, j'en referai le 15 septembre, puisque je ferai un grand rassemblement comme l'année dernière à Tourcoing sur les questions sociales. Mais ça, c'est quand même très intéressant. Les Français, ils nous regardent bizarrement, vous savez. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ces gens? On a tous été votés très nombreux. On a voté pour les extrêmes, majoritairement. Ils ont perdu et ils continuent à faire comme avant. Donc moi, je pense, indépendamment, et ça vaut pour la NFP comme pour nous, de donner un concours pour savoir qui va être Premier ministre. Justement, Gérald Darmanin. Je pense que le plus important, ce sont les idées. Le Front populaire. Le nouveau Front populaire a mis des idées sur la table durant cette campagne. Et hier, ils ont enfin donné un nom, celui de Lucie Castet pour Matignon. Emmanuel Macron a balayé cette idée, mais justement en 2 secondes. Si je résume, vous faites barrage à la gauche alors qu'elle est arrivée en tête pour les législatives, c'est ça? Alors, si je peux me permettre, qu'est-ce que la gauche, là le nouveau Front populaire, la coalition de 4 mouvements. Moi, je ne soutiendrai aucun gouvernement qui a des députés de la France insoumise en responsabilité. J'aime trop la police pour prendre des gens qui vont dans les manifestations et disent la police tue. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Donc, si un gouvernement... Lucie Castet ne l'a pas dit, elle n'est pas la plus radicale du groupe. Cette dame que je ne connais pas, manifestement, est soutenue très largement par la France insoumise. Voilà. Par le PS aussi. Je distingue les socialistes. Je distingue les socialistes de la France insoumise. Je dis toute alliance, je la rejette. Non, mais je serai le premier à la combattre. C'est pas que je la rejette. Je pense que c'est un point très important de se dire qu'on ne peut pas travailler avec la France insoumise. Les propos antisémites tenus, les propos anti-police tenus font qu'ils ne sont pas, pour moi, dans cet arc républicain. Voilà. Donc le président de la République, pour moi, a raison de dire qu'on ne peut pas nommer un gouvernement avec la France insoumise. Il nous reste 30 secondes, Gérald Darmanin. Une dernière question, un petit peu anodine, mais importante. Je vous regarde là, vous n'avez pas de cravate. Vous faites même une stratégie politique, je vous cite, la cravate est devenue le symbole d'une élite. Ne plus la mettre est une façon de montrer que j'ai compris le message. Vous êtes sérieux, Gérald Darmanin? Oui. C'est un peu populiste, non, de dire ça, je mets pas de cravate. Ça voit que vous habitez pas Tourcoing. Non, vous savez, je suis originaire de région, donc je connais très bien. Mais région... On n'est pas originaire de région. De Garde-Rome, moi aussi. On n'est pas originaire de région. On est de quelque part. Moi, je suis de quelque part. Et ils vous disent enlever la cravate, c'est ridicule? Moi, je pense que les Français nous ont dit pas que la cravate, les voitures avec chauffeur, la façon de se comporter, les mots utilisés. Nous avons une sécession entre les élites politiques, journalistes, magistrats, économistes, chefs d'entreprise et les gens. Vous dites j'ai changé, vous dites Gérald Darmanin. Et donc la cravate, c'est un symbole. Bon, en plus c'est l'été, donc permettez-moi, même si c'est climatisé ici. Je vous confirme. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui n'en portent pas. Mais vous dites j'ai changé. C'est un symbole pour dire justement, pour parler de cette question de la sécession des élites. Les gens qui habitent en dehors de Paris, et il y a beaucoup de gens à Paris qui pensent pareil parce que malheureusement ils vivent dans des conditions difficiles et précaires. Il y a une misère sociale et surtout une distance avec les gens qui, eux, voient la mondialisation qui a réussi. Si nous ne le voyons pas, si nous les hommes politiques, on se dit pas, on s'est trompé. Ça sera le dernier mot, Gérald Darmanin. Non, mais c'est très important. Allez-y, parce que c'est pour ça qu'il y a 11 millions de voix pour le Rassemblement national, parce qu'ils ont l'impression qu'on n'a pas compris le message. Et donc ils augmentent le son à chaque élection. Moi j'ai compris, il n'y a pas besoin d'augmenter le son, et j'ai compris pourquoi les gens votaient Rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Il est 8h54 sur RMC et BFM TV.